Monsieur Alain Bolodja, bonjour. Bonjour. Alors, les élections au niveau des assemblées provinciales, on a déjà le président qui ont été élus. Sur 24 présidents élus, nous avons 20 du FCC. Quelle analyse faites-vous par rapport à ces élections? Bon, si on doit, nous devons tout simplement nous limiter à ce qui s'est fait par rapport au président ou au comité, au bureau définitif. Je dirais que c'est une conséquence logique de ce que nous avons eu par rapport aux élections qui se sont passées au niveau de la députation provinciale. Je crois que le problème ne se situe pas au niveau à ces niveaux, c'est-à-dire au niveau du choix des animateurs qui sont appelés à diriger les assemblées. C'est plutôt au niveau du choix des animateurs ou des acteurs qui doivent représenter la population. C'est à ces niveaux-là qu'il y a eu problème. J'ai été candidat, j'ai vu ce qui s'est fait au niveau de la base. Et ben, je me suis rendu compte qu'il y a un sérieux problème. Le problème réside dans le comment nous avons eu à organiser l'élection et ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Sur le terrain, nous avons vu des gens qui n'ont pas été choisis, mais qui ont été proclamés élus. Vous voyez, en commençant par la présidence de la République, la députation nationale et la députation provinciale. C'est-à-dire la quasi-majorité des gens qui ont été proclamés élus sont par le choix du peuple. Alors, naturellement, lorsqu'on n'a pas respecté le principe du respect de la population au niveau de la base, naturellement, nous pouvons avoir que ces théâtres-là au niveau du bureau. Et pourquoi vous voulez considérer du théâtre? En fait, c'est du théâtre, c'est tout simplement parce que lorsqu'on parle des élections, c'est le mot de l'évolution du pouvoir. C'est la population qui est la détentrice du pouvoir et qui la transfère à qui elle veut. Mais lorsque déjà, au niveau de la députation provinciale, nous avons vu des gens qui ont été cooptés au lieu d'être élus, naturellement, nous ne pouvons que considérer du théâtre parce que c'est une sorte de mépris à l'égard de la population qui voulait assez que ces élections soient une occasion pour elle, pour se choisir ses représentants. Fort malheureusement, nous sommes en face des gens qui n'avaient pas le respect de la population, qui ne voulaient pas assez que la population s'exprime, et voilà qu'il y a eu des cooptations au détriment de ces principes démocratiques. Mais c'est quand même un signal fort, le FCC qui n'est plus au pouvoir, mais qui rafle quasiment 20 bureaux définitifs dans les assemblées provinciales. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez pouvoir, j'estime plutôt que le FCC a le pouvoir. Comment ça? Il a peut-être perdu les sièges de la présidence de la République, mais le FCC a les commandes du pouvoir. C'est le FCC qui dirige. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte avec ce qui s'est fait, le premier citoyen du pays n'a pas changé. Apparemment, nous sommes dans une sorte de dichotomie où vous trouvez, il y a un président de la République, il y a un chef de l'État. Si Félix Tshisekedi est président de la République, apparemment Joseph Kabila reste le chef de l'État. Là, vous êtes dans le supputation ou dans le fait? Parce que dans le moi, j'analyse les faits. Moi, j'analyse les faits et vous analysez les textes. Sur le plan de droit, c'est Félix Tshisekedi qui est président. Sur le plan politique, c'est Joseph Kabila qui est le chef de l'État. C'est sur base de quoi vous dites ça? C'est sur base de ce qui s'est fait. On sent déjà que Joseph Kabila n'est pas parti. Joseph Kabila est là et c'est lui qui dirige. C'est ce qui justifie le mouvement, le flux que nous constatons vers Kinkakat. Il est l'autorité morale d'une organisation qui va sortir bientôt. C'est ce qui justifie même la coalition entre le CACH et le FCC. Et c'est lui qui reste l'autorité morale. Sur toutes les questions essentielles, c'est lui qui est consultant en premier et c'est lui qui décide en dernier ressort. Ce qui veut dire qu'il a le pouvoir et les autres ont le poste. Alors, Monsieur Alain Bolodja, vous êtes acteur politique indépendant avec cet avènement de l'élection de bureau définitif dans les assemblées provinciales où on voit que l'FCC a une grande part, ou à la part des lions, comme on le dit. Est-ce qu'on peut avoir peur, la classe politique peut avoir peur du fait que demain, peut-être qu'on puisse avoir aussi le gouverneur élu dans les différentes provinces de notre pays, qui seront sans doute du FCC? Bon, contrairement à d'autres personnes, moi j'estime de mon point de vue que
c'est une conséquence logique. Lorsque on a coopté les députés provinciaux, personne n'en parlait. Lorsqu'on cooptait les députés provinciaux, personne n'en parlait. Et naturellement, les députés provinciaux sont appelés à voter les membres du bureau. Les députés provinciaux sont appelés à voter les sénateurs. Les députés provinciaux sont appelés à voter le gouverneur. C'est dans cette logique-là que nous allons voir l'ancienne configuration être maintenue. La majorité présidentielle de l'EPOR avait la majorité des députés de gouverneurs. Naturellement, nous aurons la majorité de gouverneurs. Quand bien même que, jusqu'à preuve du contraire, la personne qui a été le choix de cette majorité, surtout en ce qui concerne la ville de Kinshasa et la province de l'Équateur, sont deux personnes qui sont moins crédibles de mon point de vue. Vous trouvez, il y a un ancien gouverneur d'une autre province et qui prétend briguer le poste de gouverneur dans une autre province alors que son bilan là-bas était déjà mitigé. Ça, c'est un problème de choix. Et c'est la preuve à suffisance que la majorité présidentielle qui est aujourd'hui identifiée comme FCC n'a pas encore changé la vision sur la gouvernance. Et vous trouvez à l'Équateur un gouverneur inculte, mais qui reste candidat. Donc ce qui veut dire que la majorité n'a pas évolué. Le FCC n'a pas évolué. Il continue dans cette vision-là de chercher à mater la population, de chercher à avoir des gens qui ne feront rien pour la population, mais tout simplement pour servir sa cause. Et c'est ce qui est injuste. Alors, monsieur Alain Bolodjoa, on attend encore la sortie du nouveau gouvernement, peut-être on va en arriver, mais en parlant justement de gouverneurs qui seront sans doute élus bientôt par les différentes assemblées provinciales de notre pays, il y a l'ancien Premier ministre aussi, Singaoudjou, qui propose à ce que le président de la République puisse nommer en lieu place de passer par les élections. C'est une bonne proposition selon vous? Nommer qui? Nommer le gouverneur. Non, mais s'il doit nommer le gouverneur, il doit se référer à une disposition constitutionnelle. Sauf peut-être si on veut surseoir à la Constitution. Et ce qui n'est pas acceptable. Nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. Si le chef de l'État sera revêtu de plein pouvoir de nommer et le gouverneur et consort, la moindre des choses, c'est de mettre de côté la Constitution. Parce qu'on ne peut pas prôner une démocratie constitutionnelle en même temps violer les dispositions constitutionnelles. Il va tirer la substance de son pouvoir. De quelle disposition constitutionnelle? Le chef de l'État n'a pas le pouvoir de nommer un gouverneur. Il n'a pas ces pouvoirs-là. Sauf peut-être si on veut faire de lui un dictateur. Et même si c'est dans ces cas-là, ce n'est pas lui qui va décider en dernier ressort. C'est son parrain qui va le faire. Les parrains de qui? Du président de la République. Il a un parrain. S'il est là, c'est grâce à Joseph Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même qui l'a dit à plusieurs reprises. Qui a dit ça? Monsieur Félix Tshisekedi. Vous l'avez entendu où dire que le premier jour de la publication, soi-disant résultat des urnes, il a dit devant sa base, il a dit, nous considérons Joseph Kabila comme un partenaire et c'est grâce à lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Mais un partenaire n'est pas forcément un parrain. Non, mais c'est un parrain. Quand il dit c'est grâce à lui, il n'a pas dit que lui aussi était parmi les gens qui ont fait. Il a dit que c'est grâce à lui. C'est-à-dire, c'est lui qui est le détenteur de tout ce que lui a. C'est grâce à lui qu'il est arrivé là où il est. C'est son parrain. Alors, Singaoudjou, l'ancien Premier ministre de la RDC, d'ici, il faudra peut-être pas nommer le gouverneur, mais plutôt nommer les représentants dans chaque province. S'il faut éviter les termes de gouverneur. Non, mais les représentants, là, en fait, il veut dire quoi concrètement? Soit il ne reconnaît pas qu'il y a une élection, soit les résultats n'est pas les résultats que nous devions connaître. Ce qui veut dire qu'il soutient ma position. Il reconnaît qu'effectivement les élections ont été bâclées. C'était justement pour la consommation intérieure ou extérieure. Mais en réalité, il y a une cooptation. Si c'est dans cette vision-là, eh bien, il doit avoir le courage de reconnaître que Félix Tshisekedi aussi ne mérite pas d'être président. Parce que nous avons eu à organiser des élections le même jour. Et la même cellule. Le même électeur, le même candidat. Vous avez eu la présidence de la République, vous avez eu la législature nationale et provinciale, le même jour. S'il y a une tricherie à la députation provinciale, c'est qu'il sous-entend qu'il y a une tricherie partout.
il doit être conséquent et dire qu'effectivement, on doit annuler les élections et non, ne pas considérer les députés provinciaux alors qu'ils ont été élus par la même personne, entre guillemets, le même jour que le président. C'est illogique. J'estime de mon point de vue que le politicien congolais doit avoir le courage de dire certaines vérités. Nous devons reconnaître qu'il y a eu des faiblesses sur le plan opérationnel des élections, mais ce qui a gâché la fête, c'est la publication faite par la CENI et confirmée par la Cour constitutionnelle. Nous devons le dire. D'après les informations que tout le monde a, ce n'est pas M. Félix qui a été élu. Mais tout le monde fait semblant pour la présidence de la République, mais on voudrait nous faire voir que c'est seulement au niveau de la députation provinciale qu'il y a eu problème. Non, il y a eu problème à tous les niveaux. Il faut reconnaître ça. Ah, alors, s'il faut reconnaître, il faudra recommencer ou passer toujours par la vérité des urnes, comme le dit Martin Fayulu. Bon, la vérité des urnes, c'est une exigence constitutionnelle, sociologique et même spirituelle. Parce que nous devons libérer nos consciences. Nous sommes battus pour qu'il y ait l'état de droit. L'état de droit veut dire celui qui est élu soit proclamé élu. C'est une exigence constitutionnelle. Mais nous savons que la CENI comme le seul instant, la seule instance et la seule organisation, la seule institution reconnue pour pouvoir donner les résultats. Non, mais effectivement, peut-être que nous confondons ce qu'on appelle indépendance de la CENI. La CENI est indépendante sur les questions techniques par rapport à d'autres institutions. Mais la CENI n'est pas indépendante par rapport à la vision et à l'esprit de la Constitution. La Constitution dit, pour être président, il faut bénéficier des deux éléments essentiels. La légitimité et la légalité. La légitimité est constatée par la CENI au regard des résultats des urnes. Lorsqu'il n'y a pas eu de compilation dans certains coins, ce qui veut dire que la CENI n'a pas de données jusqu'à preuve du contraire, des données officielles et fiables. Sur base de quel élément? Dès lors que nous avons dit qu'il n'y aura pas élection vote électronique, sur base de quel élément la CENI a eu à publier? Il fallait que la CENI nous prouve aussi que non, voilà, M. Félix Tshisekedi a remporté les élections. Dans telle province, il a obtenu autant de voix, et voici le procès-verbal de bureau de compilation. C'est la moindre de choses, c'est ce que nous demandons, et c'est ce qui est aussi une exigence constitutionnelle. Si dans le fait, il n'a pas fait, naturellement, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, que M. Félix Tshisekedi bénéficie de cette assurance-là d'avoir gagné les élections. Ce que nous avons attendu de la CENI, c'est qu'elle publie les résultats selon le procès-verbal des bureaux de vote compilés. C'est la moindre de choses. Le procureur général de la République demande à la CENI de pouvoir reporter les élections de gouverneurs et des sénateurs. La CENI dit niet. Ah, si le procureur se fonde sur la loi, sur la Constitution, si la CENI se fonde sur la loi et sur la Constitution, eh bien, prenons le courage de revoir la loi. Pourquoi le procureur doit prendre position par rapport à cet aspect technique? C'est tout simplement parce qu'il a considéré qu'il y a une violation de la loi. Il évoque beaucoup plus l'aspect concernant la corruption. Non, mais c'est ce qui veut dire qu'il y a un problème, il y a une violation de la loi. Parce que lorsque les gens vont vers les députés provinciaux pour avoir leur quitus et devenir gouverneur, c'est conforme à la loi. Mais lorsque les députés qui ont été cooptés exigent à ce qu'on leur donne l'argent, ce qui veut dire qu'ils ne se considèrent pas redevables à la population, mais ils se considèrent redevables par rapport à ce qu'eux ont mis comme argent pour être là où ils sont. Oui, ils ne font que revendre ce qu'ils ont acheté. Mais s'ils étaient élus gratuitement par la population, naturellement, on n'aurait pas connu ces genres de crises. Vous voyez, c'est immoral de voir qu'il y a quelqu'un qui a été élu gratuitement et vendre sa voix. Certainement qu'il y a eu un problème. Si ces gens n'étaient pas cooptés, j'estime de mon point de vue qu'on aurait des gens consciencieux qui voudront voter pour l'intérêt de la population. Supposons qu'il y ait un candidat valable, mais qui n'a pas de moyens. On fait quoi? On va voter pour le plus offrant. Et lorsqu'on vote pour le plus offrant et que cette personne est liée par rapport à ses intérêts, et naturellement,
la population ne va pas trouver son compte. Voilà pourquoi j'ai dit l'immoralité qui a commencé par la CENI va nous poursuivre tout au long de cette mandature. Monsieur Alain Mbolo Djoa, merci. C'est moi qui vous remercie.